Bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial. Après la visite officielle du président ghanéen John Dramani ici à Abidjan il y a quelques jours, c'est au tour du président de l'Inde, Sir Pranab Mukherjee, d'effectuer un séjour de 48 heures dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président indien foulera le sol ivoirien dans moins d'une heure. Il sera reçu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. On peut le dire, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays. Pour parler des enjeux de la présence en Côte d'Ivoire du président de la troisième puissance économique du continent asiatique, je suis donc avec notre consultant spécialiste des relations internationales, Claude Sailly. Bonjour. Bonjour David. Et merci d'avoir une fois encore accepté l'invitation de la direction générale de la RTI. Nos envoyés spéciaux sont sur place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour la retransmission en direct de l'arrivée du président indien. Avant donc la prise d'antenne, nous allons échanger avec notre consultant. Nous ne pouvons pas donc parler de l'Inde sans évoquer ce grand personnage du XXe siècle dont les pensées, les paroles et les actes font allusion à la paix, Mahatma Gandhi. On ne dira pas que... Est-ce que vous l'avez connu? Mais on peut quand même vous demander quelle image vous avez de ce personnage qui a marqué l'histoire de l'Inde. Nous avons beaucoup de chance de recevoir aujourd'hui le président de ce pays-là qui a vu naître et qui a vu grandir et qui a vu éclore une des consciences universelles, le Mahatma Gandhi. Vous savez, à côté de Gandhi, vous avez Mandela chez nous en Afrique, vous avez Mère Teresa, vous avez un certain nombre de personnes comme ça qui sont des icônes et qui ont partagé un idéal. Vous avez Martin Luther King et Gandhi fait partie de ceux-là qui ont compris très tôt que leur pays, l'Inde, son pays ne pouvait pas rester sous le joug colonial, sous le joug de la domination anglaise. C'est ça. Et vous voyez que la réalisation nous déjà donne cette parole forte de « Je veux obtenir l'indépendance de l'Inde, puis ensuite la paix, mais sans jamais utiliser la violence. » Il a donc utilisé cette stratégie de la résistance non violente. Vous comprenez ? Aller à la non-violence. Il a compris tout de suite qu'il avait un combat à mener, il avait une mission à accomplir. C'était celle-là. Est-ce que dans les faits, peut-on aller à la conquête d'un pouvoir sans parler de violence et par un certain niveau Non. Alors, regardez la spécificité de l'Inde. Hein? Oui. 1,7 milliard d'habitants. 1 milliard. Une superficie de près de 3 287 000 km². C'est-à-dire 10 fois la Côte d'Ivoire en superficie et 70 fois la population ivoirienne. C'est immense, c'est énorme. 2000 ethnies. C'est donc un pays qui se caractérise par une stratification très forte, avec des castes et des familles régnantes. Arriver à unifier tout cela, arriver à faire de ce pays une nation, c'est-à-dire l'on se considère indien avant de se considérer autre chose. C'est un travail titanesque qu'il a réalisé. Et il l'a fait à travers la stratégie de la non-violence. C'est vrai que toute lutte, c'est un peu ce que les personnes ont reproché à Mandela au début de son combat. C'est vrai que quand on est à la recherche de peaufiner la stratégie de son combat, il y a quelques erreurs qui se glissent. Mais on retient au final l'action que vous avez posée au bénéfice de toute l'humanité. C'est cela le grand homme. C'est cela, ceux qui mènent, ceux qui mènent le combat de l'immortalité. Gandhi, le Mahatma, c'est-à-dire la grande âme, a tellement marqué l'Inde que le 2 octobre, qui est sa date de naissance, est considéré comme la fête de l'indépendance de l'Inde. On ne le fait pas pour quelqu'un qui n'a pas marqué ses contemporains. Le 2 octobre, depuis l'année 2007, est considéré par l'ONU comme la journée internationale de la non-violence. Non, c'est un grand homme. Il y avait quand même des faiblesses. Ah ben oui, mais écoutez, comme tout être humain. Comme tout être humain. Et c'est ce qui fait que nous sommes hommes. Reconnaître nos faiblesses, mais savoir que nous avons des qualités qui vont au-delà de nos faiblesses. Et c'est quand on arrive à surmonter ces faiblesses, c'est quand on arrive à dominer ces insuffisances qu'on devient un héros, qu'on devient un idéal, qu'on devient un repère pour celui
qui est perdu dans l'obscurité. Et Gandhi était un grand homme. Gandhi n'était pas qu'un grand homme, il était une grande âme, parce qu'il était homme politique, mais il était aussi guide spirituel. Il a donc permis que toutes ces castes-là se mettent ensemble. Il a donc prôné la fraternité des ethnies et des communautés. N'oubliez pas que l'Inde, c'est une vieille tradition. N'oubliez pas que l'Inde, c'est une vieille civilisation. Et en Inde, vous avez de grands courants religieux comme l'hindouisme, comme le bouddhisme, comme le sikhisme, comme le jainisme. Mais les religions révélées s'y trouvent. L'islam, le christianisme et puis le zoroastrisme. C'est un grand peuple. Mais quand vous avez toute cette mosaïque de personnes, quand vous avez toute cette mosaïque d'esprit spirituel, il faut arriver à cimenter. Et la nature est tellement belle qu'elle sécrète toujours une âme qui permet d'être le repère et qui rassemble toutes ces personnes pour dire nous ne sommes qu'un avec nos différences, mais allons dans cette direction qui est celle qui permettra de tirer le monde. Et c'est ce que l'Inde a fait. Alors, tout ce que vous venez de dire, on va le voir en image parce que Gandhi est l'homme qui a conduit l'Inde à son indépendance. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, cet immense territoire situé sur le continent asiatique est une colonie britannique. Il est occupé par les armées de Grande-Bretagne, administré par un vice-roi qui dépend de Londres et exploité pour ses richesses agricoles. Un homme est à lui seul le symbole du mouvement indien de revendication à l'indépendance. Son nom, Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma Gandhi. Comment cet homme, avocat de Bombay, participe-t-il à l'affirmation de l'Inde en tant que nation indépendante? Dans les années 1920, à l'initiative de Gandhi, qui est alors dirigeant du Parti du Congrès, les appels à la désobéissance civile se multiplient. Des actions non violentes sont menées, les produits britanniques sont boycottés. Dans les années qui suivent, ce mouvement de désobéissance s'amplifie. En mars 1930, Gandhi quitte son ashram au nord-ouest du pays et entame une marche de près de 400 km. Durant ce parcours, il encourage ses compatriotes à violer le monopole d'État sur la distribution du sel. Pour qualifier cette action politique non violente, Gandhi parle de satyagraha. Son objectif ultime, s'affranchir pacifiquement de la tutelle britannique afin de permettre aux Indiens de s'auto-gouverner. On parle de Swaraj, qui signifie gouvernement par soi-même. En 1942, Gandhi et le Parti du Congrès impulsent le mouvement Quit India, littéralement quitter l'Inde, qui demande l'indépendance immédiate de l'Inde. En plein deuxième conflit mondial, les Britanniques refusent. Des responsables du Parti du Congrès, dont Gandhi et Nehru, sont emprisonnés. Le parti est interdit. Le 15 août 1947, après 2 ans de négociations, le Royaume-Uni accorde l'indépendance au joyau de sa couronne. L'ancienne colonie est coupée en deux. Le 30 janvier 1948, 6 mois seulement après l'indépendance, le Mahatma Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou. L'Union indienne est née, mais elle est désormais orpheline. Malgré ses funestes débuts, la démocratie indienne mûrit et croît sous la direction de dirigeants remarquables, au premier rang desquels Jawaharlal Nehru, puis sa fille Indira Gandhi, première femme indienne à être Premier ministre. Moins chanceux est le Pakistan qui, État artificiel fondé sur l'identité musulmane, se sépare en 1971 de sa partie orientale qui devient le Bangladesh. Voilà, l'Inde, toute une histoire, Claude. Oui, toute une histoire, une très belle histoire. N'oubliez pas que, comme on l'a dit, c'est une vieille civilisation. Rappelez-vous les petits cours d'histoire que nos profs nous apprenaient, les routes des Indes, la route des épices, position stratégique hautement importante, puisque le transport en vogue dans les périodes anciennes, c'était vraiment les routes maritimes. L'Inde était un carrefour. Et c'est un peuple qui a une belle histoire, une grande histoire, et il est important que des jeunes États, des petits États comme les nôtres, puissent s'inspirer de ces grandeurs-là pour bâtir une grande âme. Et nous le pouvons. Et là, je voulais vous poser, c'est vrai que Mahatma Gandhi, on parle de paix, c'était un langage de non-violence, mais avant tout, un langage de vérité. De vérité et de fermeté. Parce que vous ne pouvez pas mener le combat de la décolonisation sans utiliser les armes du colon. Ouais. Ce n'est pas possible. Ce qui lui a valu d'ailleurs, c'est vrai, c'était un langage de vérité, mais pourquoi est-ce qu'il a été assassiné par qui? Il a été assassiné par un nationaliste qui pensait que Gandhi en faisait un peu trop dans la dynamique de la non-violence. Tout à fait. Mais c'est ce que Martin Luther King a connu. Lorsque Luther
prônait la paix et prônait la non-violence, exactement comme Gandhi l'a fait. Il a été assassiné par des personnes qui pensaient qu'il ne fallait pas discuter avec l'autre. Or, toute grande âme, toute grande œuvre ne peut se faire que sur la base du dialogue. C'est Houphouët-Boigny qui l'a dit, et j'aimerais bien qu'on le cite parmi ces grands hommes qui ont marqué vraiment l'humanité. On finit toujours par discuter. On finit toujours par négocier. Mais autant commencer par la négociation. Donc c'est vrai qu'avec une population aussi vaste, il n'était pas facile de contenir tout le monde. Mais il fallait un discours de fermeté, un discours de rigueur, un discours de vérité, parce qu'il voulait l'indépendance de son peuple et permettre à ce peuple-là d'avancer. La preuve, 47, en 48 il meurt, 2 années plus tard, en 1950, l'Inde devient la République fédérale. Donc l'Inde devient une République fédérale, une République parlementaire qui a des choix qui ont évolué de 1950 jusqu'à 1991, on en parlera sûrement. Mais des choix stratégiques très clairs qui lui ont permis aujourd'hui d'être ce qu'elle est, cette Inde-là, dans le concert des nations. 9e puissance économique, 3e puissance économique asiatique. Oui. Écoutez, ce ne sont pas des choses qui se font. Alors que de 1950 à 1980, ils étaient encore à la recherche de leurs repères. Tout à fait. Ils étaient à la recherche de leurs repères. Il y avait le potentiel humain, il y avait la superficie, il y avait le talent, mais ils n'avaient pas encore la direction politique qui leur permettrait, mais alors là, d'exploser. Et puis, à partir de 1991, année où nos États africains francophones étaient en train d'organiser des conférences nationales à la recherche d'une identité, eux ont donc arrêté de façon claire et définitive la politique économique, libérale, sociale, démocrate, qui leur a permis de connaître le développement fulgurant que nous connaissons. Ouverture vers le monde. Ils ont ouvert le bras vers le monde. Ils ont très bien compris la différence du discours que Gandhi leur a donné entre l'occidentalisation et la modernisation. Ils se sont modernisés, ils ne se sont pas occidentalisés. Ouverture vers le monde, et l'Inde connaît la fulgurance du développement que nous avons aujourd'hui. C'est des choix politiques forts qu'il faut faire à un moment donné de son histoire, en dépit de tout. Et puis les résultats, un quart de siècle, donc 1991-2016, un quart de siècle plus tard, nous voyons ce que l'Inde représente sur l'échiquier mondial. Alors donc, c'est le président de ce pays qui sera dans quelques instants ici en Côte d'Ivoire, et cette visite s'annonce comme celle d'un nouveau souffle dans les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Les deux États entretiennent des relations vieilles de plus de 50 ans, et c'est tout de même la première fois qu'un président indien arrive en Côte d'Ivoire. Oui, et ce qui est tout à notre honneur, parce que, vous savez, quand on est sur ces plateaux et qu'on parle souvent de la politique diplomatique que le président Ouattara initie, et qu'on parle d'éco-diplomatie, beaucoup ne voient pas, ne comprennent pas, mais ce sont les retombées. Mai 2015, le président d'une des grandes banques, une des plus grandes banques de l'Inde, dont un des accords va être signé aujourd'hui, là, dans les différentes signatures d'accords, était déjà en visite en Côte d'Ivoire, avait été reçu par le président Ouattara et avait souhaité que son pays s'installe ou ait une représentation qui s'installe ici en Côte d'Ivoire. C'est tout cela qui permet au président indien de venir aujourd'hui. C'est l'éco-diplomatie. C'est fini l'époque où on ne faisait la politique pour la politique sur la base des principes idéologiques terribles. Non. Maintenant, toute action diplomatique doit être accompagnée par une dimension économique qui est rentable, profitable aux populations. C'est cela la vraie diplomatie. L'ancienne diplomatie, c'était quoi? Non, elle était basée, c'est la diplomatie traditionnelle qui était basée sur les rapports idéologiques. Vous comprenez, sur les rapports idéologiques. Oui. Si bien qu'un président africain, lorsqu'il faisait une visite d'État ou de travail, et si vous aviez dans l'avion 100 personnes qui l'accompagnaient, vous aviez 97 personnes qui étaient membres du gouvernement, hommes politiques, responsables de section. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque le président de la République se déplace, s'il y a 100 personnes qui l'accompagnent, vous avez 80 qui sont chefs d'entreprise, patrons de PME, membres de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, mais à la recherche, à la conquête de nouveaux marchés pour notre pays. C'est cela l'essentiel de la politique. Ce ne sont pas les incantations, la manipulation populaire, la récupération des émotions du peuple pour se donner la conscience d'un leader national. Ce n'est pas cela qui est important. C'est ce que vous laissez à la postérité. Vous voyez, nous parlons de Gandhi, mort en 1948, parce qu'il a posé, il a mené le combat de l'immortalité. Il est parti en sachant bien qu'il partait pour ne jamais partir.
il est parti en laissant l'Inde dans l'état que nous connaissons. C'est cela, la nouvelle diplomatie. Aller vers ce qui apporte du bien-être aux populations et non pas rester dans les incantations populaires. Alors, quel est le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde? Élément de réponse avec Habiba Dambélé. 30 novembre 1962, la Côte d'Ivoire établit ses premiers contacts diplomatiques avec l'Inde. C'est le début d'un modèle de coopération sud-sud, consolidé le 17 février 1993 par la signature d'un accord commercial et le 4 août 2006 par un mémorandum d'entente. Tous ces actes vont favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. La Côte d'Ivoire exporte, pour la plupart, des produits agricoles et pétroliers vers l'Inde, tandis que les produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles Made in India sont légion en Côte d'Ivoire. À fin 2013, les échanges globaux entre les deux pays pesaient plus de 286 milliards de francs CFA. Sur le plan économique, le marché ivoirien reste une destination de choix pour les milieux d'affaires indiens. 18 entreprises exercent actuellement sur le territoire ivoirien, principalement dans les secteurs des mines et de la noix de cajou. 2 d'entre elles absorbent 80% de la production de noix de cajou brute en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'aide au développement, bon nombre de projets sont actuellement financés par l'Inde, 30 milliards de francs CFA pour le Programme national de développement rizicole, 10 milliards pour le parc informatique et de la biotechnologie de Grand Bassam ou encore 47 milliards de francs pour le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire-Mali. En plus de ce soutien financier, l'Inde apporte son assistance dans le domaine de la formation. À ce jour, plus de 500 Ivoiriens ont bénéficié de stages de renforcement de capacités en Inde, sans compter le millier d'étudiants qui fréquentent actuellement les universités de ce pays. Bilan positif pour cette coopération ivoiro-indienne qui dure depuis 54 ans. Et le meilleur reste à venir, avec la visite officielle qu'effectuera le président indien en Côte d'Ivoire et la volonté affichée par les deux parties de tenir la première grande commission mixte ivoiro-indienne dans un avenir proche. C'était le point de la coopération avec Habiba Dambélé. Vous allez constater les images en direct de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'État est donc sur place, comme vous l'avez en image. Alors Claude Saïd Soumaoro, on va quand même dire 2 petits mots pendant que le président salue ses personnalités à l'aéroport, certainement dans le salon d'honneur. L'Inde a opéré un choix, celui de l'industrialisation. Oui. Aujourd'hui, les TIC ne sont plus un secret pour ce pays. Non, ils ont, et c'est extraordinaire, ils ont fait un choix politique pertinent. Ouais. Aujourd'hui, l'Inde constitue un des centres d'innovation technologique de la planète. L'Inde est le 2e écosystème de start-up informatique mondial. Et les experts disent qu'à l'orée 2020, ils auront près de 11 500 start-up. C'est incroyable. Vous comprenez? Alors, cela doit nous inspirer, nous, pays africains. Parce qu'ils ont donc basé leur développement sur 2 facteurs. Le premier, c'est l'éducation. En sortant du principe latin, ils ont une culture anglo-saxonne. La culture anglo-saxonne est basée sur le résultat et la compétence. Ce qui est différent de la culture latine, où cette culture est basée sur le diplôme, sur le parchemin. Alors l'Inde, c'est la certification, c'est la spécialisation, c'est la compétence. Que valez-vous par rapport à l'entreprise? On n'est plus au stade de « j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'obtention d'un emploi ». Non. Oui. Le jeune Indien, le jeune Américain, le jeune Anglais, quand il postule, vient vers vous et vous dit ceci à travers sa lettre de motivation. Détenteur de tel savoir ou de tel savoir-faire, je propose mes services, je mets mes services à la disposition de votre entreprise et je vous garantis de vous donner les résultats suivants sur tel. C'est un défi qu'il se lance et c'est un défi qu'il lance au chef d'entreprise. Mais c'est évident qu'un tel jeune aura du travail, différemment de celui qui a l'obtention de solliciter de ceci ou de cela. C'est une mentalité qui est différente, premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment la certification. On n'est plus au stade des années d'études, un cursus très long. Ouais. Il est bref, il est court, il est efficace. C'est la certification, c'est la spécialisation. Le deuxième élément, c'est l'environnement de travail. Objectif, résultat.
Il n'y a pas de temps à perdre dans des discussions qui n'ont pas de sens. Rien que par la disposition du salon de travail, vous comprenez, tous les employés se voient. Et pour tous nos jeunes Ivoiriens qui y sont allés, vous diront que le jeune étudiant indien est rigoureux, est attentif, est respectueux, parce qu'il sait qu'il est en train de mener un combat pour sa nation. Ils ont les hard signs. Ils sont arrivés aujourd'hui, ces jeunes-là, à se mettre sur les fuseaux horaires de leur clientèle qui sont dans les pays occidentaux, de sorte à travailler en temps réel avec ceux qu'ils ont comme partenaires à l'étranger. C'est extraordinaire. Nos États doivent copier ce modèle de travail, ce modèle de rigueur et d'engagement. Quand vous réussissez cela, vous gagnez. Et nous, si nous pouvons tirer un exemple de cela, c'est d'arriver à inverser la pyramide du système éducatif en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que quand l'étudiant a le bac et qu'il entre dans une grande école ou à l'université, la première année est peut-être le tronc commun, la deuxième année est la spécialisation, mais la troisième année doit être l'année de l'incubation, la création de sa start-up, la création de son entreprise. Il sort de l'université, il sort de sa grande école avec une entreprise clé en main. Il n'est donc plus demandeur d'emploi, mais il est pourvoyeur d'emploi. Alors si nous le faisons, nous allons inverser la tendance. Au lieu d'avoir 90% de nos étudiants qui vont sur le marché de l'emploi, nous aurons 90% de nos étudiants qui sont chefs d'entreprise à travers ces startups-là et 10% restants qui iront vers les fonctions régaliennes, police, gendarmerie, éducation et que sais-je encore. Voilà le secret de la réussite de ces pays-là. Et nous pouvons le faire. Ils ont pratiquement 19 millions de naissances par an et 10 millions de jeunes qui sont déversés sur le marché de l'emploi chaque année. Oui, comment font-ils, Seigneur? Mais comment font-ils, Seigneur? C'est à travers donc cette politique-là, de la mise sur pied, de l'autonomisation du jeune qui se prend en charge à partir du système éducatif qu'il a suivi. Regardez, Microsoft, IBM, Yahoo, Google, Amazon, Dell, HP, mais toutes ces grandes entreprises sont représentées en Inde, à travers des filiales indiennes. À Bangalore, qui est pratiquement leur Silicon Valley. Réussissons à le faire en Afrique. Et nous avons encore la chance de maîtriser notre population. 22-23 millions d'habitants. C'est possible et nous pouvons le faire. Donc créons donc ces infrastructures. Permettons à ces jeunes-là d'avancer et puis demain, nous serons extrêmement compétitifs sur le marché mondial. C'est vrai qu'on n'a pas les chiffres des bourses octroyées par l'Inde aux étudiants ivoiriens, mais c'est plusieurs centaines. Alors, les deux États ont noué des relations diplomatiques depuis 1962, qui sont toutefois marquées par un peu de faiblesse. Depuis 1962, mais on nous dit qu'il y a un seul accord commercial et puis il y a un mémorandum d'entente. Oui. Alors, pour cette longue année de coopération, bon... C'est pour ça d'ailleurs qu'on place cette visite sous le signe de la redynamisation. Oui, la redynamisation, du renforcement de la coopération entre les deux États et la signature des accords va être quelque chose de formidable. Parce que l'Inde produit et consomme ce qu'elle fait. Ah oui, parce que le marché intérieur, le marché national est immense. Écoutez, vendez de l'eau et vous êtes milliardaire en Inde, rien que par la population. Faites bien ce que vous avez à faire et vous vous en tirez. Donc c'est un pays qui était renfermé sur lui-même à partir des compétences qu'il avait ouvertes sur le monde, mais renfermé sur lui-même. Alors aujourd'hui, il s'ouvre de plus en plus vers l'Afrique. C'est vrai qu'ils ont des relations avec la République démocratique du Congo, le Mali, le Soudan, le Mozambique, mais le Nigeria, tout récemment, ce n'est pas très poussé. Et c'est très bien que la Côte d'Ivoire fasse une ouverture vers ce marché-là. 2,7 milliards d'habitants. Nous avons des choses à leur proposer et c'est maintenant que, et disons merci au président Ouattara, parce que de telles relations, une telle coopération, si elle se renforce, nous avons beaucoup de choses à leur proposer. Mais commençons, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vais poser un autre problème. Le problème de la consommation interne. Oui. La Côte d'Ivoire produit du cacao et du café, mais combien sont-ils ces Ivoiriens qui consomment le café? Alors, parce qu'on va toujours vers l'extérieur, mais voilà, il y a un souci à ce niveau-là. Alors, deux problèmes. Oui. Le premier, c'est d'abord le pouvoir d'achat des populations. Le pouvoir d'achat des populations. Le deuxième, c'est d'arriver à vulgariser ces produits-là. Vous comprenez? Vous prenez du jus Niamankoudi, c'est pour tout le monde. On doit arriver à faire en sorte que les produits que nous produisons, nous les consommions d'abord et que nous soyons notre première clientèle avant de l'exporter. Quand on arrivera à le faire, on aura gagné suffisamment. Vous comprenez? Quand on arrivera à le faire, on aura gagné suffisamment. Nous produisons la pomme de terre, nous produisons du riz. Il y a un certain nombre de denrées et c'est pourquoi le président Houphouët, dans sa vision prospective,
avait mis sur pied plusieurs structures étatiques comme cela. L'OCPV, l'Office de la commercialisation des produits vivriers, une banque pour les agriculteurs, plusieurs entreprises de décortiqueuses ou de transformation des produits, Unicafé, la Soderie et que sais-je encore. Alors, ce sont de telles politiques que nous devons reprendre et être maîtres de notre consommation, d'abord de notre production, ensuite être notre première clientèle avant d'aller vers l'extérieur. Sinon, nous resterons dans cette politique-là d'importation, faisant sortir des devises qui auraient pu servir justement à renforcer notre pouvoir d'achat, à renforcer le produit national brut et beaucoup d'autres choses. Et nous pouvons le faire. Et vous faites bien de le dire, parce que quand je prends l'exemple du riz, la Côte d'Ivoire, c'est aller à l'école de nos amis les Indiens. Et vous allez voir tout de suite dans l'élément que nous propose, je pense que c'est Jean-Jacques Kwame, la Côte d'Ivoire, qui va s'inspirer de l'exemple indien. Nous allons voir avec Jean-Jacques. En 2015, 1 400 000 tonnes de riz paddy sont sorties des rizières ivoiriennes, insuffisant pour faire face à la consommation nationale estimée à près de 2 millions de tonnes par an. Si le potentiel naturel et humain existe, seule la transformation fait encore obstacle à l'autosuffisance en riz. D'où l'appui financier et technique apporté en 2010 par l'Inde à la Côte d'Ivoire pour le financement du programme national de production de riz. D'une valeur de 30 milliards de francs CFA, ce programme mis en œuvre en 2015 vise à créer 30 unités de transformation de riz paddy. 4 localités sur les 30 choisies pour abriter ces usines sont en chantier avancé comme ici à Divo. Une fois opérationnelle, chaque usine va produire 25 000 tonnes de riz blanchi par an, soit une capacité additionnelle de transformation de 750 000 tonnes l'an. Le riz que nous allons produire sera autour de 350 et 400 francs le kilo, mais de bonne qualité. Voilà. En quelque sorte, ce sera une manière de lutter contre la cherté de la vie? Absolument, absolument. Lutter contre la cherté de la vie, rendre les gens autosuffisants et puis créer de la richesse. Créer de la richesse, créer des emplois. Ce genre d'usine, nous on a évalué à peu près entre 80 et 100 personnes. Ces 30 rizeries ne constituent que la première phase du programme national de production de riz. La deuxième phase, qui sera lancée en 2017, prévoit de construire 30 unités de conservation et de stockage de riz. Si tout se passe bien comme prévu, ce programme devrait conduire la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance en riz, mieux lui conférer un statut des pays exportateurs. Claude, la Côte d'Ivoire n'était pas autosuffisante en riz? Ça me paraît un peu... Non. Si. Nous avons plusieurs variétés de riz et nous sommes autosuffisants. Nous sommes autosuffisants. C'est vrai qu'il y a des périodes un peu comme celle dont nous parlions avec le manioc et autres. C'est vrai qu'il y a des périodes de grande fluctuation, mais nous avons les consommations, nous avons les tonnages qui nous permettent d'avancer. Et vous voyez, l'élément que vous venez de passer est révélateur d'une telle visite, qui n'est pas seulement une visite d'amitié, c'est une visite de travail aussi, parce que des accords vont être signés. Et c'est important, par exemple, que la Côte d'Ivoire signe de tels accords de partenariat avec des pays, de grands pays, qui font partie de ce qu'on appelle les pays membres du club des grands émergents aujourd'hui, comme l'Inde. C'est important. C'est ça. Une signature d'accords, c'est formidable. C'est formidable. Donc, il faut souligner que le président indien sera accompagné d'une forte délégation composée de 4 parlementaires et des hommes d'affaires. Donc, objectif, comme on l'a dit tantôt, redynamiser les relations de coopération. Alors, est-ce que vous avez une petite idée quand même du contenu de ces accords? À chaque fois qu'un chef d'État arrive, il y a des signatures d'accords et puis on parle aussi de la création de grandes commissions mixtes et tout. Ce sera question de ces différents aspects. Oui, je pense qu'il y aura, il y aura au programme un forum économique ivoiro-indien. Formidable idée de rapprochement entre les différents chefs d'entreprise, les différentes structures pour mieux se connaître, partager des expériences, nouer des partenariats. Et il y aura des signatures d'accords entre la Côte d'Ivoire pour un accord siège pour l'implantation de Exim Bank Inde, qui accompagne tous les grands exportateurs, les grands industriels indiens qui s'installent dans les pays africains, et puis une signature d'accord de suppression de visas pour des passeports officiels entre la Côte d'Ivoire et l'Inde.
Vous voyez, donc on facilite donc le rapprochement entre les peuples, on facilite la coopération et c'est tout à notre bénéfice, nous qui devons apprendre à leur côté. Alors, on a des réactions des téléspectateurs, des fidèles téléspectateurs qui nous demandent à chaque fois qu'un chef d'État arrive, on parle de signature d'accord. S'agit-il des intentions ou bien? Parce que quand on parle de signature d'accord, c'est tout de suite réalisable ou ce sont des intentions, on espère le faire et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans? Non. Dès l'instant où l'on parle d'une signature d'un accord, ce n'est plus une intention. Et ce sont des signatures qui se font en présence de 2 chefs d'État. Signatures portées par les différents ministres techniques de tutelle. Et qui rentrent dans leur phase active en même temps. Dans la phase active, aussitôt. On n'est plus au stade des intentions. Je vous dis par exemple qu'au mois de mai 2015, le président, le PDG de Exim Bank a été reçu par le président Ouattara. Et là, l'intention avait été faite de l'ouverture d'une représentation de cette succursale-là en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce n'est plus une intention. Nous passons à la phase d'exécution, à la phase pratique, par la signature de ces accords-là. Ce sont les chefs d'État, ce ne sont pas des signatures qu'il faut prendre à la légère. Donc ça se met en application aussitôt. Donc qu'il n'y ait plus de visa pour les officiels entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, c'est à applaudir. Et puis un forum économique, et je pense qu'un peu plus tard, le lendemain, on aura donc les résultats, les conclusions, des travaux de ce forum. Voilà, c'est cela la diplomatie économique. Faire en sorte que nous puissions profiter. Au lieu de passer par des intermédiaires qui alourdissent et qui rallongent les procédures de mise en accord, ces chefs d'État prennent le devant et facilitent donc ce rapprochement entre hommes d'affaires, entre industriels, entre chefs d'entreprise, entre leaders politiques, et nous trouvons des solutions assez rapidement, qui sont crédibles d'ailleurs, parce que cela est acté par les 2 chefs d'État. C'est sérieux. D'accord. Alors, nos envoyés spéciaux sont prêts. Victoria Angoua, certainement, vous avez l'antenne. Le président indien est en Côte d'Ivoire, je pense. D'accord. Alors, nos envoyés spéciaux sont prêts. Certainement, vous avez l'antenne. Est en Côte d'Ivoire, je pense. Bonjour David, bonjour chers téléspectateurs de RTI1. Nous sommes bel et bien à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Port-Boué. Le président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, arrive dans quelques instants ici à l'aéroport et le président de la République est déjà là. On l'a vu tout à l'heure saluer les ministres, les membres du gouvernement au pavillon d'honneur. Cette visite, il faut le rappeler, intervient après celle du président ghanéen, John Dramani, qui a séjourné ici à Abidjan du 1er au 2 juin 2016, à l'occasion aussi d'une visite officielle comme justement celle d'aujourd'hui. Monsieur Bieke Antonin Benjamin m'accompagne dans cette retransmission. Bonjour Excellence. Bonjour. Vous êtes sous-directeur chargé de la coopération avec l'Asie. Tout à l'heure, vous allez nous accompagner pour cette retransmission. Mais si Alvor Assa, au pavillon d'honneur, est prêt, il va arracher quelques mots à 2 ou 3 ministres du gouvernement. Bonjour Alvor. Bonjour Victorien, vous l'avez dit, nous sommes à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour cette président de l'Inde. Quand on parle de l'Inde, on parle de technologie de l'information et de la communication. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer mon entretien. Nabanye Kone. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Une visite importante, surtout au niveau de technologie de l'information et de la communication. Une visite déjà importante pour notre pays. Il s'agit du président d'un des pays les plus peuplés au monde et l'un des plus importants. À mon avis, l'Inde, dans les prochaines décennies, va compter au rang des puissances mondiales. Donc recevoir le président de ce pays-là, évidemment, c'est un honneur pour notre pays. Et effectivement, l'Inde a un modèle très intéressant en matière de développement des TIC dans le monde. C'est un pays qui est parti de presque rien, mais qui a misé en réalité sur la formation des hommes, sur la formation aux technologies et aux sciences. Et avec cela, ils ont réussi aujourd'hui à avoir un vivier qui est suffisamment important pour en faire un pays qui compte au plan des TIC dans le monde entier. Et c'est pour cela que nous regardons ce modèle-là avec, j'allais dire, beaucoup d'intérêt. C'est un modèle que la Côte d'Ivoire peut copier, former des gens dans les sciences, dans les technologies, de sorte à en faire dans quelques années, dans une décennie au maximum, des acteurs au plan mondial. Parce que l'Inde aujourd'hui exporte
les fruits de ces cerveaux. Et c'est ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, nous exportons des produits agricoles. Demain, nous pouvons exporter effectivement des logiciels, du produit, du contenu produit en Côte d'Ivoire. Nous pouvons exporter des services, de l'infogérance, donc la gestion des sites informatiques à l'extérieur. Nous pouvons importer des services dans le domaine des centres d'appel, dans le domaine des centres d'appel, etc., etc. Donc, j'allais dire, les opportunités sont là, elles sont nombreuses. Il nous faut juste regarder. Avec l'Inde, nous avons une excellente coopération, je dois dire. Nous sommes déjà allés plusieurs fois en Inde et nous avons déjà reçu à plusieurs reprises des délégations indiennes ici. Nous sommes allés à Bangalore, qui est le centre névralgique, pour tout ce qui concerne la production dans le domaine du numérique en Inde. Donc nous avons des contacts avec un grand nombre d'acteurs là-bas. Nous avons également des contacts officiels, notamment par le gouvernement, qui octroie des bourses chaque année à des étudiants ivoiriens dans le domaine des TIC. Et par ailleurs, vous savez que nous avons le projet de développement de la zone franche de Bassam, de Grand Bassam, et cette zone franche aujourd'hui, c'est la zone franche Mahatma Gandhi. Donc là aussi, nous avons un soutien important de l'Inde. Nous bénéficions d'un crédit, par exemple, de Exim Bank Inde, qui a aidé à réaliser une partie des infrastructures sur cette zone franche. Donc nous avons une coopération qui est relativement variée avec l'Inde qui est riche, et donc nous sommes, je peux le dire, très satisfaits. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, Victorien, vous l'avez entendu. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, au niveau des technologies de l'information et de la communication, justement, la Côte d'Ivoire va profiter de cette officielle du président de l'Inde. Victorien, je voudrais également, si vous permettez, parler d'éducation, parler de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec le ministre Kofi. La Côte d'Ivoire voudra bien profiter de l'expérience de l'Inde au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Bonjour, oui, c'est exact. D'abord, je veux remercier le gouvernement indien pour cette visite. Vous savez que l'Inde est un pays phare dans la formation, dans l'éducation, aujourd'hui dans ce monde, surtout dans l'économie numérique, ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Et nous avons beaucoup d'élèves, d'étudiants qui, n'est-ce pas, fréquentent dans ce pays. Ils sont dans des universités, ils sont dans surtout ce qu'on appelle là-bas les universités technologiques, qui correspondent un peu à des grands lycées professionnels, où on forme donc au bachelor, mais aussi nous avons des formations en master. Donc nous sommes heureux de cette visite qui va nous permettre de renforcer cette coopération et d'élargir nos opportunités. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, Victorien, la Côte d'Ivoire va profiter de cette visite au niveau des technologies de l'information et de la communication, également au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors, Victorien, je vais je voudrais bien retrouver le ministre du Commerce, David l'a dit, vous l'avez dit à l'entame également, qu'au niveau du commerce, il y a beaucoup d'échanges. Alors, je voudrais bien retrouver le ministre du Commerce et échanger avec lui sur la question. À tout à l'heure, Victorien. Merci Alvor. L'Inde ou la République de l'Inde est un pays du sud de l'Asie qui occupe la majeure partie du sous-continent indien. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé, le septième pays le plus grand du monde. Le littoral indien s'étend sur plus de 7000 km. Le pays a des frontières communes avec le Pakistan à l'ouest, la Chine, le Népal et le Bhoutan. Au nord et au nord-est, le Bangladesh et la Birmanie à l'est. Sur l'océan Indien, l'Inde est à proximité des Maldives au sud-ouest, du Sri Lanka et de l'Indonésie au sud-est. L'Inde revendique également une frontière avec l'Afghanistan au nord-ouest. Alors, je retrouve notre consultant. La Côte d'Ivoire a établi des relations diplomatiques avec l'Inde le 30 novembre 1962 à travers son ambassade de Chine, et le 25 avril 2000, des consulats honoraires ont été ouverts dans les villes de New Delhi, Calcutta et Bombay. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Si longtemps, ce n'était pas la volonté politique qui manque, mais il fallait se décider. Et je pense qu'à un moment donné, les autorités ivoiriennes ont pris la décision de s'ouvrir sur l'Asie. Vous savez que pendant longtemps, nous avons concentré notre coopération
avec les pays occidentaux. Et à un moment donné, des leaders ivoiriens ont décidé de diversifier notre coopération avec l'Asie. Et donc nous sommes allés d'abord en Chine et puis nous sommes étendus également en Inde. Donc c'est ce qui explique cela. Alors pour les téléspectateurs, vous allez nous expliquer quelque chose de précis. Quelle est la différence entre une ambassade et un consulat? Alors l'ambassade, c'est la représentation officielle d'un pays dans un autre pays. Il est dirigé par un ambassadeur. Alors que le consulat, en général, nous allons distinguer deux types de consulats. Nous avons le consulat honoraire et le consulat tout court. Le consulat honoraire, en général, est dirigé par un ressortissant étranger, mais qui gère les intérêts du pays, qui l'accrédite. Et le consulat honoraire, en général, il n'a pas la même mission comme les missions diplomatiques, à savoir les missions politiques. Il s'occupe beaucoup plus des intérêts économiques et des ressortissants. Voilà. Alors que l'ambassade, elle a une vision plus globale. Donc elle joue un rôle à la fois politique, économique, culturel, dans tous les domaines. Alors je pense que Alvor doit être maintenant avec le ministre du Commerce, Jean-Luc Billon. Alvor, si vous êtes avec le ministre du Commerce... Oui, Victorien, je suis avec le ministre du Commerce justement et nous allons parler des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. La balance au niveau de ces échanges au profit de la Côte d'Ivoire, au profit de l'Inde. Merci. La balance est positive pour la Côte d'Ivoire. Nous exportons beaucoup vers l'Inde, mais essentiellement des produits agricoles. Et le principal produit, c'est la noix de cajou. Vous savez que l'Inde est le principal exportateur de noix de cajou transformées au monde. Et la Côte d'Ivoire exporte plus de la moitié de sa production vers l'Inde. Mais par contre, nous importons beaucoup de produits finis d'Inde, des véhicules, du matériel électrique, du matériel de construction, du fer également et des produits pharmaceutiques. Donc tout ça à peu près de plus de 200 milliards de francs CFA par an, 220 milliards d'importation et à peu près 290 milliards d'exportation. Donc la balance est positive, mais à l'avenir il va falloir que nous fassions plus de transformations également. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors Victorien, oui, merci Alvor. Nous apercevons l'avion du président de l'Inde qui vient d'atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Port-Bouët. L'avion continue son parcours avant de s'immobiliser. Dans quelques instants, nous allons apercevoir le président de la République aller accueillir son homologue de l'Inde sur le tarmac. Excellence, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, c'est aussi les échanges de délégations officielles à travers les visites de personnalités ivoiriennes en Inde. Quel est le sens des visites de ces personnalités, autre que le président de la République? Vous savez, les visites de personnalités permettent de préparer la coopération entre les différents pays. Initier une visite dans un pays, c'est aller prospecter dans ce pays pour voir avec ce pays les opportunités possibles de coopération. Et donc, lorsque nos ministres ou nos personnalités effectuent des visites, il y a ce qu'on appelle les visites de prospection, mais il y a également les visites de travail. Et c'est à cause de ces occasions-là que nous avons l'occasion de changer, de signer des accords, de discuter des possibilités d'accords possibles, de discuter des échanges possibles, de voir un peu les champs dans lesquels nous pouvons initier notre coopération. Voilà. Alors vous avez parlé d'accords, je rebondis sur la question. Il y aura des accords à l'ordre du jour. Lesquels? Parce que beaucoup d'informations circulent. Donnez-nous les précisions qu'il faut. Oui, entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, nous avons échangé un certain nombre de projets d'accords, mais nous n'avons pas pu finaliser tous ces projets. Pour l'heure, ce que nous savons, c'est que 2 accords essentiels seront signés au cours de cette visite. Le premier accord porte sur l'accord de siège pour le retour d'Exim Bank en Côte d'Ivoire. Et le second accord va permettre, c'est un prêt accordé à la Côte d'Ivoire pour le renouvellement du parc automobile. Donc la question du visa n'y figure pas. Le visa n'a pas été finalisé. D'accord. Voilà, nous attendons dans quelques instants le président de la République indienne qui va descendre. On a aperçu tout à l'heure le président de la République, Alassane Ouattara,
qui attend à la porte du pavillon d'honneur. Il va aller accueillir tout à l'heure son homologue de l'Inde. Alors, Excellence, outre les échanges de délégations officielles, les deux pays opèrent des échanges commerciaux. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire offre véritablement à l'Inde? La Côte d'Ivoire offre essentiellement des produits agricoles. Essentiellement des produits agricoles. Nous sommes un pays agricole. Nous revendiquons le titre de puissance agricole en Afrique. Et c'est ce que nous avons le mieux à offrir à l'Inde. Alors les trois principaux produits exportés vers l'Inde sont justement les fruits tropicaux, le bois en grumes, il y a aussi les produits pétroliers, voilà, le papier carton, le cacao transformé et le coton égrené. Alors qu'est-ce que nous on importe de l'Inde? De l'Inde, nous faisons venir des véhicules automobiles, des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Voilà. Et comment se présente la balance commerciale? Le ministre en a parlé. Je crois qu'à ce sujet, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire déclare que l'objectif affiché dans le cadre de la coopération ivoiro-indienne est d'atteindre le milliard de francs CFA en termes de volume d'échanges commerciaux. Je rappelle que de 2009 à 2015, ces échanges ont évolué de 300 millions à 800 millions de francs CFA, a souligné le diplomate. Au titre de la coopération économique et financière, dans quel domaine interviennent les entreprises indiennes en Côte d'Ivoire? Ce que nous notons, c'est que les entreprises indiennes interviennent essentiellement dans le commerce de noix de cajou, dans le commerce d'anacarde, dans les mines également, les gisements de fer et de plus en plus dans la scierie. Nous avons des intentions des entreprises indiennes d'investir dans le domaine des TIC, avec le projet Viti Babassam. Donc, il y a des perspectives qui s'ouvrent pour nous dans le domaine de l'éducation également. Mais pour l'heure, nous avons c'est les mines, l'agriculture surtout, qui est développée. Justement, il y a deux entreprises qui achètent à elles seules plus de 80% des noix de cajou produites en Côte d'Ivoire. Je précise aussi que 18 entreprises indiennes exercent en Côte d'Ivoire. Et justement, vous l'avez signalé tantôt, leur secteur d'activité est le commerce de noix de cajou, l'exploitation de manganèse, l'exploitation de gisements de fer, la transformation de métaux ferreux et non ferreux et la scierie. Alors, c'est quoi la Team 9 Techno-Economic Approach for Africa? C'est quoi? Alors, Team 9, on dit Team 9, c'est un mécanisme de coopération qui a été initié entre l'Inde et les pays africains. Le 9 parce que c'était le premier chiffre, le premier pays avec lequel l'Inde a initié cette coopération, c'est 9 pays, dont la Côte d'Ivoire, pour aider les pays africains à se développer. Et au cours de le premier exercice de Team 9, l'Inde a mis à disposition des pays africains une enveloppe de 5 milliards US $. Donc notre pays a pu bénéficier de cette enveloppe également. Voilà, nous attendons dans quelques instants. La passerelle va s'immobiliser pour permettre au président de la République de l'Inde de descendre. Voilà, nous apercevons le Premier ministre, le gouverneur du district Robert Berimambe, le maire de Port-Boué qui abrite l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Tout le monde est en position et le chef de l'État également. On attend dans quelques instants. Il va aller accueillir le président de l'Inde. L'Inde, justement, pour les téléspectateurs, sachez que c'est un foyer de civilisation parmi les plus anciens du monde. La civilisation de la vallée de l'Indus s'y est développée dès 3000 ans avant Jésus-Christ. Le sous-continent indien a abrité de vastes empires et est présent sur les routes commerciales dès l'Antiquité. L'Inde est la terre de naissance de 4 religions majeures, l'hindouisme, le jainisme, le bouddhisme et le sikhisme. Alors que le zoroastrisme, le christianisme et l'islam s'y sont implantés durant le premier millénaire. Le pays a été graduellement annexé par la Compagnie anglaise des Indes avant de passer sous le contrôle du Royaume-Uni au XIXe siècle. L'Inde devient indépendante en 1947 après une lutte marquée par la résistance non violente du Mahatma Gandhi. Le pays est depuis 1950 une république parlementaire fédérale considérée comme la démocratie la plus peuplée au monde.
En 2014, l'économie indienne est la 9e du monde en PIB nominal et la 3e en PIB à parité de pouvoir d'achat. L'Inde est considérée comme un nouveau pays industrialisé. Et cependant, certains problèmes comme la pauvreté, l'analphabétisme, la corruption restent très importants. L'Inde est un pays très divers sur le plan ethnique, linguistique et religieux. Justement, le choix du mode de gouvernement, une république fédérale parlementaire, est considéré comme la démocratie la plus peuplée du monde. L'Inde a été colonisée par la Grande-Bretagne, donc c'est inspiré un peu du modèle britannique. Vous voyez, l'Inde fait partie du Commonwealth, donc a copié son modèle politique sur son pays colonisateur. Et ensuite est devenu une république fédérale parlementaire avec un premier ministre, un président qui joue un peu le rôle qui a un rôle honorifique, mais qui a même un pouvoir. Et le Premier ministre est issu en général de partis majoritaires. Oui. Voilà, vous parliez du président qui est là à titre honorifique, mais a des pouvoirs. On va parler justement de l'homme. Pranab Mukherjee, il est né le 11 décembre 1935, est le 13e et actuel président de l'Inde en poste depuis juillet 2012. C'est un monsieur très important dans ce pays. Il a commencé très tôt la politique. Oui, monsieur le président de l'Inde est un ténor de la vie politique indienne. Il est issu du plus vieux parti de l'Inde, qui est le Parti du Congrès, créé en 1885. Et très tôt, il est entré en politique, en 1969 déjà. Il a occupé successivement des fonctions de ministre et il a connu ensuite une longue traversée du désert. Et puis, à partir de 1990, il revient sur la scène politique. Il occupe là des fonctions de ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères et puis ministre des Finances. C'est de là qu'il est parti pour être aujourd'hui président de la République de l'Inde. Oui, comme ministre du Commerce, je crois qu'il a été a 3 fois servi en tant que ministre du Commerce de l'Inde. Ses premiers relais étaient dans le gouvernement Indira Gandhi entre 1980 et 1982 et de nouveau en 1984. Son 3e relais dans les années 1990 ont contribué plutôt de manière significative aux négociations menant à la création de l'Organisation mondiale du commerce. Un véritable monument. Vous l'avez dit tantôt, il a été aussi ministre des Finances. Premier relais de Pranab Mukherjee comme le ministre des Finances de l'Inde a été au cours du mandat d'Indira Gandhi, le gouvernement d'Indira Gandhi en 1982. Il est aussi devenu de nouveau le ministre des Finances de l'Inde en 2009. Mukherjee a mis en œuvre de nombreuses réformes fiscales. Il a abandonné l'impôt sur les avantages sociaux et de la détaxe sur les produits de base transactions. Il a mis la taxe sur les produits et services au cours de son mandat. Ces réformes ont été bien accueillies par les principaux dirigeants d'entreprises et des économistes. L'introduction de la taxation rétrospective de Mukherjee, cependant, a été critiquée par certains économistes. Nous attendons toujours avec cette pluie-là et nous voyons que les techniciens de surface sont en train de nettoyer un peu le secteur qui a été inondé. Sinon, la passerelle est prête. Le chef de l'État même est là. On attend le président indien descendre dans quelques instants. Je rappelle qu'il a été aussi président d'une université. C'est un véritable sachant, ce monsieur. Oui, c'est un sachant. On lui donne le nom d'encyclopédie vivante parce que c'est un érudit. Il est présenté comme un habile tacticien et un puissant orateur également. Il est réputé pour être un bourreau du travail. Vous l'avez dit, il est devenu président après un parcours exemplaire, même s'il a connu des hauts et des bas et il avait reçu, après ces élections, et dans son discours de victoire livré en dehors de sa résidence avant que les résultats soient annoncés officiellement, il a dit: je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui sont en attente. Le chiffre a franchi 7 lakhs, ça c'est un terme certainement de chez eux. Un seul état reste. Le chiffre final viendra du directeur du district.
je tiens à remercier les gens de l'Inde pour m'avoir élu et à cette haute fonction. L'enthousiasme, la chaleur du peuple était remarquable. J'ai reçu beaucoup plus de gens de ce pays, du Parlement, que je l'ai donné. Maintenant, je suis chargé de la responsabilité de protéger et de défendre la Constitution en tant que président. Je vais essayer de justifier la confiance du peuple. Et monsieur est assez sage aussi. Sage. Et je voulais juste préciser qu'il a été élu avec plus de la moitié des votes du collège électoral. Il a été président pour 5 ans, élu par plus de 4896 parlementaires. Donc c'est un chiffre qui en dit un peu long sur le poids qu'il a dans ce pays-là. Parce qu'il a été l'objet de coalitions également, aussi bien les pays de l'opposition, les partis de l'opposition que de son parti l'ont supporté. On revient un peu sur la coopération. On attend toujours qu'il descende. La pluie a fait beaucoup de dégâts ce matin. Mais elle est en train de tout mettre en ordre au niveau de l'aéroport pour qu'il descende. Voilà, pour éviter quand même que notre tarmac soit inondé d'eau. Alors, au titre de la coopération en matière de formation et d'éducation culturelle, une célèbre troupe indienne a donné une représentation gratuite au Palais de la Culture en juin 2008. En retour, le groupe Soteka a été désigné par les autorités ivoiriennes pour représenter la Côte d'Ivoire à un festival international. C'était en Inde en février 2015. Alors dans le domaine justement culturel, l'Inde, c'est son cinéma avec Bollywood, mais quelles sont les réflexions menées à ce sujet pour permettre à la Côte d'Ivoire de mieux valoriser son cinéma? J'avoue qu'à ce niveau, souvent on parle de coopération, c'est le problème de commerce, le problème financier, c'est vrai. Mais la coopération culturelle, on sait que l'Inde c'est le numéro 1. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais j'avoue qu'à ce niveau, la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore donné les moyens de tirer profit de cette opportunité qu'offre l'Inde en matière de culture. Vous voyez, je pense qu'il appartient aujourd'hui, avec cette visite, aux autorités ivoiriennes d'explorer tous les champs possibles, notamment du champ de la culture, pour que nous puissions ajouter à ce volet-là, à cette coopération que nous menons de façon exemplaire avec ce pays. Voilà, je pense que tout est en ordre maintenant. La délégation qui accompagne le président indien est descendue de l'autre côté. Et bon, voilà, on a vu les protocoles d'État sont montés à bord. Ils vont aller le chercher. Voilà, donc dans quelques instants, le président de l'Inde va sortir de son avion. Alors, au plan de la formation, le gouvernement de l'Inde a beaucoup à offrir. Il organise des stages de formation en Inde dans divers domaines à l'intention des candidats du secteur privé et gouvernemental dans le cadre de stages de formation offerts au titre de son programme E-Tech SCAP. Le coût total des frais de voyage internationaux, de séjour et de cours dispensés est pris en charge par le gouvernement indien. Et depuis 1997, 2 bourses par an sont octroyées à la Côte d'Ivoire pour des étudiants. Combien d'Ivoiriens ont bénéficié justement de ces stages de formation? Aujourd'hui, on peut estimer à plus de 500 Ivoiriens qui ont pu bénéficier des stages de formation en Inde. Vous savez, l'Inde est remarquée, c'est le président qui descend maintenant, voilà. Michel Coupé. L'Inde se fait remarquer par son programme high-tech. C'est un fameux programme high-tech qui permet à chaque année à des milliers d'Africains de se rendre en Inde pour se former dans divers domaines. Voilà, il vient de descendre ses civilités avec le président Alassane Ouattara. Voilà, on l'attendait, le président Pranab Mukherjee est bel et bien à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les échanges de civilité entre les deux chefs d'État. Âgé de 82 ans et surnommé Pranab Da, il est un véritable éléphant du Parti du Congrès. Excellence, je vous laisse nous donner des détails sur ce président. Mais on a déjà souligné, c'est un dinosaure de la vie politique de l'Inde.
C'est un président d'un certain âge, 82 ans, on l'a dit Oui. tout à l'heure. Et vous voyez, il a commencé très tôt la politique. Et aujourd'hui, il continue de tenir la baraque. Il tient encore. Donc, le président de la République est allé le chercher. Voilà. Vous savez qu'il il tombe des gouttes. Ils vont rejoindre, les deux chefs d'État vont tout à l'heure rejoindre le Premier ministre et quelques personnalités qui attendent pour les civilités. Je rappelle qu'au niveau des bourses de 2, c'est passé désormais à 3. À 3 bourses. Oui, nous sommes en train de le ministère des Affaires étrangères se bat pour que le nombre de bourses accordées aux Ivoiriens connaissent une hausse. Parce que pendant longtemps, nous avons négligé ces pays-là. Vous comprenez? Je l'ai indiqué tout à l'heure, lorsque nous avons commencé à coopérer avec les... Nous étions tous tournés beaucoup plus vers les pays occidentaux. Et de plus en plus, nous sommes en train de regarder vers les pays de l'Asie. Et c'est ce qui explique que le nombre de bourses à ce niveau-là soit un petit peu nombreux. Mais il y a une volonté réelle des deux parties de faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir plus de bourses pour se faire former. Voilà, il reçoit la gerbe de fleurs pour souhaiter le traditionnel Akwaba en Côte d'Ivoire. Voilà, le président de la République va présenter le Premier ministre, le gouverneur du district, Begremambé, et le maire de la commune de Port-Boué, Mme Hortensaka Angui. Voilà. Le président indien va maintenant saluer le commandant supérieur de la gendarmerie, les officiers supérieurs. Voilà, le grand commandement de l'armée qui vont saluer le président indien. Voilà, commencer la politique dès son jeune âge jusqu'à ce stade, c'est extraordinaire. Il a de l'expérience. Il a eu de l'expérience, du savoir. Vraiment, on ne pourra pas parcourir toute la biographie de cet homme. Voilà, et je pense qu'ils vont recevoir les honneurs militaires maintenant. Un bon départ pour la Côte d'Ivoire qui a décidé de se tourner vers ce pays parce que l'Inde, il faut le rappeler, d'ici 2020, va rivaliser avec la Chine. Oui, l'Inde veut rivaliser avec la Chine, mais ce qui est important pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité que nous saisissons. L'Inde est un grand pays qui offre des possibilités de coopération immenses. Et nous, en tant que pays qui aspirons à l'émergence, c'est un bon modèle pour nous. L'Inde considère la Côte d'Ivoire comme un pays phare en Afrique de l'Ouest. Vous savez, aujourd'hui, l'Inde est en train de redimensionner sa carte diplomatique en Afrique. Et la Côte d'Ivoire compte parmi cette nouvelle redimensionnement de la carte diplomatique. Il y a un nouvel ambassadeur qui est même arrivé. Oui, un nouvel ambassadeur Ravindra qui vient d'arriver, qui a présenté ses lettres de créance le 30 mai dernier et qui vient également pour soutenir et relancer la coopération avec ce pays. Voilà, avec le chef de l'État Alassane Ouattara, le président Pranab va saluer les membres du gouvernement venus l'accueillir. Et là, nous sommes au salon du pavillon présidentiel. Voilà. Et après, certainement, les deux chefs d'État vont s'installer dans le salon privé pour quelques minutes avant de regagner le palais présidentiel, enfin les quartiers des uns et des autres. Lui, au Sofitel, l'habitant au Hôtel Ivoire, où il prend ses quartiers. Et depuis l'établissement des relations diplomatiques le 30 novembre 1962, pourquoi il n'y a eu qu'un seul accord commercial signé entre les deux pays? Et ça a été le 17 février 1993. Oui, c'est ce que nous déplorons. Nous avons tous déploré que nos relations entre les deux pays sont vieilles depuis plus de 50 ans. Mais il n'y a eu qu'un seul accord commercial. Et justement, la visite qu'effectue le président actuel va permettre de booster ces coopérations-là. Il y a aujourd'hui de nouveaux domaines de coopération qui sont identifiés et dans lesquels la Côte d'Ivoire et l'Inde ont échangé déjà des projets d'accord qui sont en train d'être finalisés. Vous savez qu'en janvier 2014, les deux pays ont signé l'accord portant création de la Grande Commission mixte.
Et ce cadre de coopération, d'évaluation va permettre justement de revoir la coopération, de la dynamiser davantage et permettre d'ouvrir nos perspectives de coopération avec différents accords qui vont signer. Alors, les nouveaux domaines de coopération ont été identifiés justement oui, des nouveaux domaines de coopération. Ce mémorandum d'entente signé le 4 août 2006 entre les deux ministères des Affaires étrangères. Il y a les mines et le pétrole et l'énergie, l'informatique et les nouvelles technologies, l'enseignement supérieur, la collaboration universitaire. Au niveau de l'industrie automobile, il y a le montage et distribution de véhicules indiens. Je rappelle que nous achetons déjà des véhicules avec eux. Bien sûr, bien sûr. Là, je signale simplement que déjà dans les pipes, nous avons 13 projets d'accord en cours d'examen, des négociations entre les deux parties. Je pense que ces 13 accords vont combler le vide qu'il y a déjà maintenant. En tout cas, pour les opérateurs, sachez que le secteur de la santé aussi, pour les équipements médicaux, les produits pharmaceutiques génériques, l'Inde, je le rappelle, est le pays qui fabrique le plus grand nombre de médicaments génériques au monde. Il y a la construction et la réhabilitation des hôpitaux publics et privés et les infrastructures économiques. Au niveau de l'immobilier, il y a l'habitat économique, le tourisme, il y a la construction et la réhabilitation de réceptifs hôteliers, formation au métier d'hôtelier. Au niveau de la salubrité, ça c'est d'actualité, la collecte et le traitement des déchets, c'est d'actualité en Côte d'Ivoire. L'Inde veut venir en force en Côte d'Ivoire et nous aurons l'occasion de l'apercevoir à travers le forum économique organisé en marge de cette visite-là. Déjà, nous recevons des hommes d'affaires indiens qui sont là dans divers domaines. Donc ça montre un peu la volonté des deux pays de renforcer, de diversifier, d'élargir leur coopération. Alors pour rappeler encore aux téléspectateurs, tous ces projets d'accord ont été mis certainement à l'étude. Quels sont les projets retenus pour la circonstance? Pour l'occasion, les deux projets qui sont susceptibles de signer, ce sont les projets portant d'une part sur l'accord de siège d'Exim Bank. Vous savez, Exim Bank, c'est un peu l'organisme de coopération qui finance le développement de l'Inde dans les pays africains. Donc l'accord de siège d'Exim Bank en Côte d'Ivoire. Et puis un second accord qui porte sur un prêt pour le renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec 9 satellites géostationnaires opérationnels, le pays l'Inde a mis à profit son succès technologique spatial pour créer la télééducation ainsi que des réseaux de télémédecine au service de la population. Le pays compte plus de 3 millions de nouveaux abonnés au téléphone mobile chaque mois. Des jeunes du monde entier viennent étudier en Inde et effectuer des stages dans le pays. L'Inde est aussi le premier producteur et exportateur de médicaments génériques du monde, je le disais tantôt. La capitale de l'industrie pharmaceutique est Hyderabad. La première entreprise du secteur est Ranbaxy avec plus de 10 000 salariés et 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Les exportations indiennes se chiffrent à plus de 2 milliards de dollars. D'après une étude de Jean-Joseph Boileau, ancien conseiller financier à la mission économique de New Delhi, la croissance de l'Inde dépassera celle de la Chine à l'horizon 2010-2015. Et dans son livre L'économie indienne, il pronostique que l'Inde sera le plus grand rival de la Chine vers 2020. Vous le signaliez tantôt. Oui, l'Inde veut rivaliser avec la Chine et le dernier sommet, le troisième sommet du forum Inde-Afrique qui vient de se tenir, qui s'est tenu du 26 au 30 octobre dernier, donne un peu une idée de cet engagement que l'Inde veut prendre vis-à-vis de l'Afrique. L'Inde a décidé d'octroyer un crédit concessionnel de 10 milliards US$ pour l'Afrique. L'Inde a décidé également d'accorder une aide subventionnelle de 600 millions US$, comprenant notamment un fonds de développement Inde-Afrique de 100 millions US$, un fonds pour la santé Inde-Afrique de 10 millions US$ et également 50 000 bourses d'études pour l'Afrique. Et ce qui est encore intéressant, c'est que l'Inde a décidé de mettre en œuvre le réseau panafricain des télécommunications. Tout à l'heure, vous parlez de télémédecine, télééducation. La Côte d'Ivoire va bénéficier de ce projet. Les centres retenus, c'est le CHU de Pougon et l'INS qui vont recevoir des projets dans le domaine
du réseau panafricain. Ça, c'est une information intéressante. Voilà. L'Inde également a décidé de mettre en œuvre l'université virtuelle panafricaine. Et puis a décidé de renforcer le partenariat avec l'Afrique sur l'énergie propre, les transports publics, l'agriculture, les énergies renouvelables, la sécurité maritime, l'hydrographie et la lutte contre le terrorisme. Ce sont des domaines qui intéressent également la Chine. Donc vous voyez un peu qu'il y a une rivalité, une saine rivalité, mais au bénéfice de nos pays. Nous apercevons là nos chefs coutumiers qui sont venus aussi accueillir le président de l'Inde. Moi, je pense que c'est aussi l'occasion de saluer le président Alassane Ouattara qui fait mains et pieds pour renouer avec la diplomatie avec les autres pays. Aujourd'hui, on voit les retombées. Plusieurs pays arrivent en Côte d'Ivoire, plusieurs pays veulent découvrir la Côte d'Ivoire, plusieurs pays veulent investir en Côte d'Ivoire. Bien sûr, la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante et tous les pays aujourd'hui veulent avoir une coopération renforcée, fructueuse avec notre pays. Quand vous prenez l'Inde aujourd'hui, la vision de l'Inde, la Côte d'Ivoire représente un pays phare en Afrique de l'Ouest, donc nécessairement un partenaire idéal pour l'Inde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de pays se bousculent aux portes de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entreprises se bousculent pour investir parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a réussi à retrouver sa place de leader en Afrique de l'Ouest. Alors, on a aperçu tout à l'heure le président et le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sortis de la salle. C'est certainement pour un tête-à-tête entre les deux personnalités avant le départ pour les différents quartiers. Voilà. Et le programme qui nous est proposé aujourd'hui dans le cadre de cette visite, après ce tout entretien, les deux présidents vont regagner leur résidence et puis se retrouver l'après-midi pour un tête-à-tête et avec une rencontre élargie aux hommes d'affaires. Et ce sera l'occasion de voir exactement, de mesurer la qualité de la coopération entre nos deux pays, la qualité de la coopération avec nos deux pays, de voir les retombées de cette visite en Côte d'Ivoire. L'Inde, c'est aussi l'éducation de haut niveau avec les plus grands professeurs du monde qui dispensent des cours dans les universités. La coopération, vous en parliez tantôt, va-t-elle aller au-delà des bourses octroyées aux Ivoiriens? Parce qu'ils ont un modèle au niveau de la formation, au niveau de l'enseignement supérieur. Ils accueillent tous les grands professeurs du monde. On l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, des gens qui viennent de partout pour aller étudier en Inde. Je l'ai indiqué tantôt, l'Inde veut renforcer sa coopération, veut développer sa coopération dans le domaine de l'éducation avec la Côte d'Ivoire. À travers l'enseignement supérieur, à travers l'éducation de base également. Donc je pense qu'il y a déjà une volonté politique affichée à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de raison que le nouveau champ, notre horizon de coopération ne s'élargisse vers ce domaine-là aujourd'hui. Voilà, nous attendons toujours la fin du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Au sujet même du forum économique, il faut qu'on en parle. Souvent on entend quand les chefs d'État arrivent, le forum économique, de quoi s'agit-il concrètement? Le forum économique qui est organisé, c'est une occasion qui est donnée aux deux pays de voir ensemble les opportunités de coopération. Nous avons un certain nombre d'entreprises indiennes qui sont arrivées dans le cadre de cette visite, qui vont rencontrer leurs partenaires ivoiriens, qui vont échanger des informations sur les possibilités de coopération. Chaque pays va présenter ses atouts et il aura la possibilité de rencontres B2B, d'échanges, de contacts, de partenariats possibles entre les différentes parties. Je pense que dans le cadre d'une visite de ce type, une visite qui veut renforcer la coopération, on ne peut qu'organiser un forum économique pour déjà permettre un brassage entre les hommes d'affaires et permettre de voir comment développer cette coopération. Et voilà, c'est le tête-à-tête fini. Les deux chefs d'État sont sortis du pavillon présidentiel. Ils vont maintenant regagner l'un le palais, l'autre sa résidence, Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire. Mais il salue d'abord les chefs venus l'accueillir. Et c'est ici qu'attendent les
autorités coutumières, on les a aperçus tout à l'heure. Et donc de l'aéroport, le cortège présidentiel va se diriger vers le Sofitel Abidjan Hotel. Le président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, accompagné de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, sera au palais présidentiel autour de 16h. Autour de 16h. Et je voulais signaler que la visite du président de l'Inde en Afrique s'inscrit dans une tournée dans 3 pays principaux, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Namibie. Donc le président de l'Inde vient du Ghana. Après la Côte d'Ivoire, il se rendra en Namibie. Ça veut dire que ce sont des pays qui comptent pour l'Inde. Vous savez. Voilà, il salue les autorités coutumières et tous ceux qui sont venus, les Ivoiriens comme les Indiens qui sont venus l'accueillir. Il aurait dû certainement faire un tour d'honneur, mais avec la pluie, voilà, avec le temps. Et donc cet après-midi, il sera accueilli par le président Alassane Ouattara sur le parvis du Petit Palais de la présidence de la République. J'ajoute qu'un entretien des chefs d'État élargi aux délégations aura lieu au salon du Petit Palais. Probablement, il y aura une cérémonie de signature d'accords bilatéraux avant un entretien en tête-à-tête des chefs d'État dans le bureau privé du président de la République. Et une déclaration de presse est prévue, une déclaration de presse conjointe des présidents. Est-ce que c'est maintenu pour l'instant? Je ne sais pas trop. Pas tout à fait confirmé encore, mais la partie indienne a souhaité plutôt, en lieu et place de cette déclaration, il y a plutôt un communiqué de presse. Un communiqué de presse. Cela servi à la presse. Et en soirée, un dîner officiel tout à fait, sera offert par le président Alassane Ouattara en l'honneur de son hôte à la salle des pas perdus de la présidence de la République. Et le lendemain, mercredi, ça dit demain, au siège de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan procédera à l'ouverture justement de ce forum économique dont vous parliez. Et le président Pranab Mukherjee sera accueilli à 10h d'abord à l'hôtel du district autonome d'Abidjan, où ici il y aura la remise des clés et du parchemin du citoyen d'honneur au président indien par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. C'est après cette cérémonie qu'il regagnera le siège de la Confédération des entreprises, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire pour participer à la cérémonie de clôture et de restitution du forum économique. Et en fin de journée, si le programme est maintenu, il rencontrera la communauté indienne en Côte d'Ivoire et mettant ainsi fin à la visite du président de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire. L'avion présidentiel indien décollera de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny autour de 13h10. Nous sommes à la fin de cette transmission. Excellence, un dernier mot? Mais je pense que c'est une occasion qui est donnée aux 2 pays de voir comment relancer leur coopération, parce que c'est une coopération vieille depuis 50 ans. Et donc l'occasion sera donnée de réaffirmer la volonté des 2 pays de continuer cette coopération, de lever le niveau de cette coopération. C'est une bonne occasion pour nous. Alors les équipes techniques de la diffusion, de production et de l'information dirigées respectivement par les directeurs Dala Diabagaté et Koulibaly Sédou, vous connaissez qu'ici les Taouabou se joignent à moi pour vous dire merci. Nos remerciements aux téléspectateurs de RTI 1 d'ici et de l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation, Excellence. À la réalisation, Guy Santano, supervision, la directrice des reportages institutionnels, Abiba Dambélé Saoué. Bonne suite de programme sur RTI 1. Je rappelle une fois de plus que le président Mukherjee est à Abidjan pour 48 heures. Il va rejoindre ses quartiers au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Et dans l'après-midi, il rencontrera le président pour d'abord un entretien ouvert aux délégations et un tête-à-tête avec le président de la République. Ça, ce sera le temps fort aujourd'hui. Merci à vous, envoyés spéciaux de la RTI. Merci à Victoria Angwa pour cette retransmission. Alors, Claude Saïs Soumaro, vous avez vu l'ambiance qui a prévalu à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny. Alors, nous allons parler un peu du système politique de l'Inde. C'est un système parlementaire qui donne des pouvoirs au Premier ministre. Oui, comme dans tout système parlementaire, c'est le Premier ministre qui est l'émanation des voix du peuple et qui exerce effectivement le pouvoir. Avec un président, c'est un peu comme en Allemagne, c'est comme dans tout système parlementaire. Donc le pouvoir est détenu par le Premier ministre. Voilà.
Le président, c'est vrai, est le patron de l'exécutif, mais a des pouvoirs un peu réduits. C'est le système parlementaire, donc le Premier ministre qui est désigné par l'ensemble des parlementaires, des élus qui exercent effectivement le pouvoir. D'accord. Alors, dans le programme du président indien ici en Côte d'Ivoire, il y a une rencontre avec la communauté indienne ici. Alors, est-ce que vous avez une petite idée quand même de l'existence de cette communauté? C'est en grande partie composé d'étudiants Non, moins d'étudiants, mais beaucoup de personnes qui sont dans des structures. Est-ce que de plus en plus d'universités, d'instituts ivoiriens en rapport avec l'Inde ont donc des modules, des formations, des certifications qui se font ici depuis l'Inde. Donc il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont dans ces différents domaines. Et puis différentes entreprises dans le domaine de la sidérurgie, de l'automobile, qui s'installent en Côte d'Ivoire, qui sont présentes. Mais comme d'habitude, et par éducation et par culture, c'est un peuple assez discret, qui fait très peu de vagues, qui se conforme, qui se fonde d'ailleurs d'abord dans la masse et qui vit, qui mène tranquillement sa vie. Donc, ils sont présents, une ambassade, une chancellerie représentée ici en Côte d'Ivoire. Et voilà, ils vivent tranquillement leur vie sans faire beaucoup de bruit, comme tout bon asiatique, effectivement. Voilà, c'est ça. Et il y a un autre aspect de ce pays que certains quand même ignorent, c'est cette industrie cinématographique de l'Inde. On peut en parler quand même. Ah, je ne pense pas que ça inonde ce milieu. Je ne pense pas qu'on l'ignore. Hein. Nos sœurs, nos épouses, nos mamans n'ignorent pas cela parce que depuis quelques années, je pense par la coopération que la télévision ivoirienne, les télévisions africaines ont avec ces pays d'Asie, beaucoup de films nous sont proposés et nos mamans, nos sœurs sont très friandes. Hein. Et puisque ce sont des scènes qui rappellent des moments de la vie quotidienne. On a parlé tout à l'heure là, de la stratification de ce pays-là. C'est des castes qui rappellent un peu les conflits entre castes, entre ethnies, entre communautés. Oui. Et c'est une grande industrie cinématographique. Vous savez, on a Hollywood et on a Bollywood. Oui. Hollywood pour les Américains, Bollywood pour les Indiens. Bollywood qui vient simplement du diminutif de Bombay, Bo et Hollywood. Et puis au Nigeria, à tout près, vous avez Nollywood. J'espère que la Côte d'Ivoire arrivera à créer aussi un Hollywood ivoirien. Parce que nous avons la chance en Côte d'Ivoire d'avoir un génie extraordinaire. Vous avez le sport, le football d'un côté, vous avez la musique de l'autre, et puis, je l'ai toujours dit, le haut de la pyramide au niveau culturel, oui, c'est la dimension cinématographique, c'est le théâtre, et nous devons arriver à être une industrie forte, très forte d'ailleurs, qui sera pourvoyeuse d'emplois, qui va donc en recruter et qui va inonder, au-delà de la dimension informelle dans laquelle nous sommes, qui va inonder la sous-région, pourquoi pas le monde, et proposer tout ce talent, tout ce génie que nous avons. Et l'Inde en est... vous savez, même la dimension musicale, hein, on parle de la dimension cinématographique, mais la dimension musicale. Donc c'est une économie qui peut tirer le reste du monde et nous avons beaucoup à calquer sur eux. Merci à vous donc d'avoir répondu à nos questions. Merci à Kofi Sakra pour la réalisation de ce plateau spécial. Aux environs de 17h, un autre plateau spécial sera proposé pour la suite de cette visite officielle qu'effectue le président de l'Inde en Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, vous aurez le journal de 13h décalé, présenté par Fatou Fofana. On a eu du plaisir à présenter ce plateau spécial bande sud de programme sur RTI 1.